déplacés qui sont venus. La conférence, comme vous l'avez vu dans les annonces, c'est une conférence consacrée à la situation à l'est de la RDC, c'est-à-dire au Kivu. Et nous avons comme intervenant, nous aurons Louis Laurent, qui est un député belge, qui a un collectif belgo-congolais. Et c'est l'un des députés congolais qui est belge, qui, au niveau du Parlement belge, soutient ou dénonce ce qui se passe en RDC. Et il vient de Bruxelles, et là, il m'a dit qu'ils sont presque dans le métro. Paul Sapou, le deuxième intervenant, qui est le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, représentant la FIDH lui aussi à Bruxelles. Il connaît bien la situation parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en RDC ou à l'Est, il y a des conséquences sur le plan humanitaire. Donc voilà pourquoi on a voulu le faire venir. Donc ils sont ensemble dans leur périple, donc ils vont nous rejoindre bientôt. Et nous aurons Armand Mavinga qui est avec nous, qui est professeur aussi, mais qui est dans la société civile congolaise, qui a créé une association avec certains intellectuels congolais. Et je pense qu'il va parler de quelque chose d'assez important. Nous avons un témoin oculaire, je ne peux pas dire un témoin, mais vraiment quelque chose qui va nous intéresser tous en tant que médias. Monsieur Charlie Salot, que j'ai demandé de venir en attendant que les chevaliers arrivent. Charlie Salot, commandant qui a participé dans 2 ou 3 mouvements rébellions, qui a été avec les RCD Goma, de légitimité, les élections, voilà, quand on parle de rébellions, on les va venir. Je vous invite à prendre une place parce que nous sommes en retard. Donc je disais, Renaud Prim a participé aux élections. Quand on dit qu'il y a crise de légitimité, les choses ne marchent pas comme il faut, parce que les élections étaient truquées, parce qu'il y avait tant de choses, je crois qu'avoir avec nous, dans la salle, quelqu'un qui a une association, mais qui a participé, qui connaît comment ça s'est passé, ça sert aussi un plus au discours de cet après-midi. Donc, sans plus tarder, vous savez que tous nous sommes d'abord, nous courons derrière le temps. Je vais laisser la parole d'abord à Bruno, parce qu'on avait commencé, que c'est toi qui va commencer, qui va nous parler un peu de ce qui semble être proche de l'illégitimité, pourquoi on conteste, pourquoi il y a ça. Donc, il est le mieux placé en quelque sorte pour commencer un peu à nous expliquer ce qu'il y a. Charlie, tu prends place en attendant ici. Donc voilà, donc je laisse la parole aux intervenants en attendant que les 2 autres nous rejoignent. Et enfin, parce que vous avez mis le nom de la Pareco, et bien la Pareco, pour des raisons peut-être personnelles, ne souhaiterait pas être avec vous, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils nous ont envoyé ce message. Donc voilà. Merci Bruno, tu as la parole. Merci Monsieur James pour la parole. Merci à tous. Il m'a été demandé de parler de la crise de légitimité que nous pouvons aujourd'hui regarder comme la conséquence de l'instabilité de l'État congolais. Nous savons tous que lorsque la patrie est en péril, c'est le cas de notre pays. L'unité nationale commande que nous mettions tous ensemble nos énergies, nos intelligences, nos forces, nos ressources humaines
morale, matérielle, pour sauver la nation. La crise de légitimité. La crise, c'est un moment de rupture à l'intérieur d'un système donné ou organisé. Elle implique pour les décideurs qu'ils définissent une position en faveur soit de la conservation ou du statu quo, soit la transformation du système donné dans la perspective de son retour à son équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, nous Congolais, confrontés à ces questionnements. Faut-il conserver le système du pouvoir actuel ou il faudra transformer le système dans la perspective de son retour à l'équilibre, à la cohésion nationale, à la légitimité. C'est à cette question, et là je pose les problématiques de mon intervention, que nous devrions répondre les uns et les autres. La légitimité, quant à elle est le caractère de ce qui est légitime, c'est-à-dire fondé en droit ou en justice, reconnu par la loi, conforme à l'équité, à la morale ou à la raison. Et dans une démocratie, un dirigeant, mais la légitimité ne se fonde pas seulement sur le droit, mais elle est susceptible aussi de plusieurs acceptions. Karl Marx parle. Cette deuxième crise survient à partir du mois de janvier 1993 entre le maréchal Mobutu et le président Tshisekedi, Premier ministre à l'époque, élu de la conférence nationale souveraine. Le président Mobutu brandit la constitution du impère parti État. Le Premier ministre Tshisekedi brandit la constitution de la CNES. Crise de légitimité. L'aboutissement de cette crise de légitimité qui naît entre le président Mobutu et le président Étienne Tshisekedi nous conduit dans une troisième crise de légitimité qui amène l'avènement de la FDEL avec Laurent Désiré Kabila. Et vous conviendrez avec moi qu'à chaque fois qu'il s'est posé un problème en termes de crise de légitimité et que ce problème n'a pas été résolu de manière à rétablir la légitimité au sommet de l'État, le pays a été plongé dans des rébellions, dans des sécessions. Et Kabila devient président de la République par une simple déclaration faite depuis Lubumbashi. Il arrive à Kinshasa, il méconnaît les travaux de la CNES, il dissout toutes les institutions, la Constitution, il va diriger les pays sans Constitution de manière arbitraire. Kabila n'est pas accepté par les siens, ceux qui l'ont accompagné,
non plus par l'opposition politique qui a mené une lutte démocratique pour arracher la conférence nationale, aussi les acquis de la conférence nationale. Et pendant le règne de Kabila, nous allons connaître une crise de légitimité qui va donner naissance encore à de nouvelles rébellions. Laurent Désiré Kabila et plus tard Joseph Kabila à Kinshasa, les RCD à Goma, un autre RCD de Moussa Niamoussi à Béni, et Jean-Pierre Bemba à Guadolité, un autre RCD de Roger Lumbala à Issio. Ce sont des rébellions, des micro-États, avec tous les attributs qu'on peut reconnaître à un État: pouvoir, territoire, armée, police. Et donc, vous conviendrez avec moi que cette troisième crise de légitimité démocratique nous amène aux accords dits de Sun City, en passant par ceux de Lusaka, dont les textes même des accords ne sont pas rédigés par des Congolais, à Lusaka comme à Sun City. Les Congolais n'ont jamais rédigé les textes de ces accords. Et les vrais problèmes à Sun City seront occultés. Les problèmes militaires ne sont pas résolus. Les problèmes de pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo n'est pas résolu. On va se contenter seulement de se partager les gâteaux d'anniversaire en s'attribuant le rôle, et ce qui n'apporte aucune solution, aucun règlement pacifique à la légitimité du pouvoir. Je ne parlerai pas de la période post-électorale de 2006. Nous aurions bien voulu parler aussi là d'une crise de légitimité entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, mais étant donné que Jean-Pierre Bemba va reconnaître sa défaite, reconnaître la victoire de Joseph Kabila et s'engager à mener une opposition parlementaire démocratique, nous ne pouvons pas parler en cette période de la crise de légitimité. La crise de légitimité à la haute magistrature de notre pays garantit la sécurité, l'intégrité du territoire congolais. Mais cette crise de légitimité, aujourd'hui, on peut regarder l'opposition comme l'entité qui rejette l'autorité de M. Kabila. On peut accuser la société civile et comme l'entité qui parle de la crise de légitimité de M. Kabila, mais allons voir quelque chose à l'intérieur de sa propre famille politique. Oublions l'opposition, oublions la société civile, oublions les organisations de défense des droits de l'homme. Bien avant les élections de novembre 2011, au sein de la majorité présidentielle, il s'est créé un courant de libéraux, animé par M. Olivier Kamitatou, José Ngundu, Bahati.
un courant constateur qui ne s'accorde pas avec la politique menée par M. Kabila en République démocratique du Congo et au sein de sa majorité présidentielle ou parlementaire. Mais ce mouvement va être arrêté par des menaces avec des méthodes antidémocratiques. Et le cofondateur de ce courant, de ce nouveau courant, qui à l'époque, s'ils avaient le bravoure d'aller jusqu'au bout de leur idée, amènerait ce qu'on appellerait la révolution du palais au sein de la famille de M. Kabila. Nous parlons aujourd'hui du M23, mouvement du 23 mars. Le président Kabila n'a jamais signé des accords avec le M23. Il s'agit des accords signés entre un homme et un groupe d'individus. Il ne s'agit pas des accords de la République. Il ne s'agit pas des accords de l'État congolais. Et ces accords des individus n'engagent en rien l'État congolais. Le résultat, comme vous le savez, Vital Kamerhe, membre du PPRD, président de l'Assemblée nationale, a été injecté par ses amis pour avoir dénoncé ces faits. Les accords signés le 23 mars 2009 avec le CNDP. Le CNDP est membre à part entière de la majorité parlementaire actuelle, le CNDP de Laurent Nkunda. Les accords ont été signés avec le CNDP. À l'époque des faits, le M23 n'existait pas. Et donc, le M23 est la face cachée du CNDP. Comment le CNDP, alias M23, peut rentrer en guerre contre l'autorité établie et demeurer au sein de la majorité parlementaire? Allez-y comprendre quelque chose. Donc, nous pensons que les conflits aujourd'hui, voilà pourquoi l'appel lancé par le pouvoir à la nation, à nos jeunes, de se faire enrôler dans les FARDC, l'appel lancé par le gouvernement pour que l'opposition de la société civile, à l'unisson, pour que nous nous mettions ensemble, n'a pas abouti à ces résultats escomptés, tout simplement parce qu'il s'agit d'une affaire interne de la majorité présidentielle. Il s'agit d'une affaire des familles. Donc, curieusement, aujourd'hui, on nous dit qu'on va négocier, qu'on va discuter avec le M23. Mais qui avait signé les accords avec les CNDP? Est-ce qu'on peut nous présenter aujourd'hui les documents de ces accords? Autre élément justificatif d'absence de légitimité, M. Kabila, non seulement qu'il n'a pas de légitimité pour gouverner aujourd'hui, mais au sein même de sa famille politique, il a perdu toute crédibilité, toute autorité et toute légitimité. Les signes qui ont annoncé les temps à venir sont palpables. Il a fait les déplacements de Matadi, il a fait les déplacements de Kisangani pour présenter, soutenir, s'entretenir, déjeuner avec les députés de sa famille, de sa majorité parlementaire. Et ces députés ont catégoriquement rejeté et refusé l'ordre donné par M. Kabila de pouvoir représentant du parti politique des résistants
de différents milieux, nous nous sommes mis ensemble pour dire qu'il est temps de développer une nouvelle intelligence de la situation. Je pense que Maître Benoît Quim a largement expliqué la situation de la crise et nous nous sommes dit qu'il faut agir. Parce que la République démocratique du Congo est en crise. Et cette crise est un système savamment monté depuis 1960. Face à un système savamment monté de crise depuis 1960, la coalition pour le changement en République démocratique du Congo, dont j'ai l'honneur d'en être le coordonnateur et porte-parole, se met en mouvement pour que nous puissions monter aussi un système savamment de réponse à la crise congolaise. Parce que comme vous le savez, ce sont des cercles vicieux, toujours ce problème de crise de légitimité du pouvoir, et ces crises de légitimité du pouvoir se fondent sur une mauvaise définition des jeux des acteurs politiques. Nous avons longtemps utilisé des jeux exogènes des acteurs politiques. Et il faut que nous fassions marche en arrière pour définir ce qui sera la véritable base de ce que nous appelons le Grand Congo du XXIe siècle, le Grand Congo de Simon Nguema et de tous ses enfants. De Lumumba, de Paul Farnana, de Kassavubu, d'Albert Maloula, de Mzee Laurent Désiré Kabila, de tous nos aînés, nos ancêtres qui nous ont été donnés. Et donc vous aurez tout à l'heure la copie, la déclaration que nous avions faite hier. Vous aurez parce que le temps qui m'est imparti est très court. Donc nous pensons, d'autres parlent qu'un Front national souverain, d'autres parlent de dialogue, mais il est temps de développer une nouvelle intelligence de la situation. Nous savons que la République démocratique du Congo est au cœur de toutes les convoitises. Et la République démocratique du Congo sera toujours au cœur de toutes les convoitises. Dès lors que les puissances traditionnelles, les puissances émergentes, toutes développent leur nouveau monde, le nouveau monde sur la base des ressources naturelles qui se trouvent en République démocratique du Congo. Donc il sera difficile que toutes ces puissances traditionnelles et émergentes ne puissent pas considérer la République démocratique du Congo comme un réservoir où il faut aller puiser les ressources dont elles ont besoin, ces puissances, pour assurer le bien-être de la population. Donc nous sommes au cœur de tous les enjeux du monde. Et donc là, nous nous sommes dit qu'il faut redéfinir les nouveaux enjeux du XXIe siècle. Parce que tout ce qu'on vient de nous dire, c'est tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, devant cette crise grave, et il faut développer une nouvelle intelligence, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et nous pensons, dans la situation actuelle, il est important de décréter les états généraux du Congo. Nous devons décréter les états généraux pour voir comment nous pouvons nous mettre ensemble pour définir comment nous entendons prendre en charge notre destin commun de bâtir le Grand Congo du XXIe siècle, qui sera une nouvelle et vraie République démocratique du Congo. Parce que celle-là dont on a parlé, c'est une ancienne et une fausse République démocratique du Congo. Donc il faut bâtir une nouvelle et vraie République démocratique du Congo. Nous pensons que nous pourrions apporter notre tâche pour que ce travail puisse se faire. Mais quand nous parlons du changement ici, il s'agit d'un changement global et systémique, durable et profond. Et quand nous parlons donc d'un changement, nous avons vu l'ampleur de la crise, elle est spirituelle, elle est morale. Il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique congolaise. Une véritable élite nationale congolaise. Et c'est le travail que la coalition va faire. Nous avons la jeunesse, nous avons toutes ces potentialités congolaises. Et il y a des potentialités qui doivent être recyclées sur le plan de la bonne moralité. Il y a les ressources humaines qui ont été dans la mauvaise moralité, de corruption, de fraude. Et nous décrions ces systèmes affreux des élections du 28 novembre. Monsieur Benoît Quim a dit assez. Et donc voilà, donc nous nous situons dans cette nouvelle dynamique. Nous nous sommes dit, il est temps de créer une nouvelle dynamique pour ce pays. Ce pays ne mérite pas d'être le dernier du monde avec ses potentialités. Parce qu'effectivement, il est le dernier du monde. Sur le plan du développement humain, sur le plan des investissements, le business, et même sur le plan de la sécurité des biens des personnes. Nous sommes donc à la terre. Donc nous n'avions pas aujourd'hui les paramètres voulus, les indicateurs voulus pour bâtir un grand État et un véritable pays émergent. Nous avions dit stop. Nous tenons à mobiliser tout le Congolais
autour de ces nouvelles idéales, de bâtir le grand Congo du XXIe siècle. Quelle que soit leur tendance politique, dans notre coalition, il n'y a pas de tendance politique. Parce que nous devons développer ensemble une nouvelle intelligence de la situation. Parce que quand il y a une situation, un peuple se met debout pour trouver la solution qui convient à sa situation. Et un peuple ne peut pas être libéré par un autre peuple, un peuple ne peut pas être libéré développé par un autre peuple, un peuple ne peut être libéré et développé de par lui-même. Et parmi les grandes valeurs aussi que nous comptons mettre au cœur de cette coalition, l'esprit de l'unité. L'unité sacrée. Notre Père Simon qui nous a légué les Kintuadi comme arme fondamentale de dignité, de grandeur, d'élévation. Nous devons revenir vers nos ancêtres qui nous ont légué des instruments que nous n'avons pas su, le moment venu, un certain moment, comment les utiliser. Mais je pense qu'avec cette coalition, nous serons à même d'amener les uns les autres, malgré nos diversités, nos différences, de savoir construire l'unité. Parce que l'unité, ça se conçoit et ça se construit. Et nous pensons que nous pourrions être utilement cette force qui pourrait mettre aujourd'hui, parce que c'est vraiment décisif, tous les Congolais ensemble, autour d'une unité pour que nous puissions donc trouver des solutions qui faillent et qui ne soient pas des solutions passagères. C'est la raison pour laquelle j'estime que l'éducation, la culture et la recherche seront des piliers incontournables pour l'action que nous voulons mener. Parce que comme le dit un proverbe chinois, si ton projet porte sur un an, plante du riz. S'il porte sur 10 ans, plante un arbre. S'il porte sur 100 ans, éduque les hommes. Et les défis qu'a le Congo, nous ne devons pas le voir à un défi à court terme ou à moyen terme. Les défis que nous avons est un défi de tout un siècle. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à l'orgueil, à l'esprit patriotique de tous les Congolais et Congolaises, pour que nous puissions bâtir le grand Congo du XXIe siècle. Parce que le Congo est attendu. Le peuple congolais est attendu par tous les peuples africains. Parce que quand le Congo est malade, toute l'Afrique est malade. Quand le Congo se met à genoux, et toute l'Afrique est à genoux, et nous nous disons il est temps que le peuple congolais comprenne le rôle, sa mission prophétique en Afrique, et même pour l'humanité aussi. Parce que nous avons vu que toutes ces puissances traditionnelles et émergentes ne comptent que sur le Congo pour bâtir leur puissance. C'est que nous sommes au cœur des enjeux. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui peut donner, mais qui doit aussi recevoir, qui doit aussi produire. Donc il nous faut vraiment, véritablement, cette grande sagesse et intelligence. Vous aurez la copie donc, de la déclaration, compte tenu du temps qui m'est imparti. Donc je pourrais répondre à vos questions sur la presse. Merci à mon René. Nous allons demander à Charlie avant qu'on continue avec les autres. Aujourd'hui, la crise, parce que c'est le thème de notre conférence, la RDC en état de l'insécurité. On parle de l'instabilité au Congo aujourd'hui. Et cette instabilité est produite par la naissance des mouvements rebelles. RCD Goma, CNTP, aujourd'hui c'est la M23. Donc la liste est très longue. Et Charlie Salo, vous avez été commandant de l'une de fractions militaires. Et la question que vous me poserez va être toute bête pour ne pas aller trop loin. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout ce qui se passe au Congo comme rébellion, on rejette sur le dos du Rwanda? La parole de Charlie Salo. Merci beaucoup, James. Chers amis, bonsoir. Je crois que la question qu'on vient de me poser par James, pourquoi tout ce qui sort dans notre pays comme rébellion vient toujours ou vont toujours vers le Rwanda? Monsieur James, les Rwandais. Parler à l'ensemble de ce pas James. Oui, le Rwanda, il s'est mis, il a créé une force à lui. Dans les années 96, notre armée phase s'est déstabilisée et c'est le moment que le Rwanda s'organisait. Et quand un soldat est présent, qu'il n'a pas un chef, ces soldats-là, au moins qu'ils soient vraiment un commando autrement formé pour qu'ils puissent agir personnellement, qu'ils puissent prendre ses responsabilités. Au moment que le Rwanda
le Rwanda a décidé de faire partir Mobutu. Le Rwanda a décidé de faire partir Mobutu par le bien de l'AFDEL. Quand le Rwanda a décidé de faire partir Mobutu, donc il a décidé directement de commencer à infiltrer notre armée. Notre armée, chers amis, est infiltrée au moins à 90% par des soldats rwandais. J'ai toute une liste de plusieurs généraux et colonels, tous des officiers supérieurs de l'armée congolaise, mais qui sont des Rwandais. Si on me donnera le temps, je pourrais vous citer quelques-uns, mais laissez-moi vous dire, notre armée, Kotakoli, nous avons le centre de formation et le plus grand au monde, qu'on appelle Kotakoli, est dirigé par un Rwandais, Mustapha. Et quand on parle, on a suivi avec le problème de M23, que notre armée, nos soldats manquaient des armes. Mais ce n'est pas s'étonner. Posez-vous des questions. Le chef de la logistique de notre armée, c'est un Rwandais. Au nom de Général Malik. C'est un Rwandais que moi je connais quand on était tous au front dans l'RCD. Vous allez voir, ils ont suivi là où sort le diamant dans notre pays, que tout le monde connaît, c'est le Kassai. Ils ont pris un autre Rwandais, le général Obedi. Ils ont planté là-bas, en Bushimai. Chers amis, notre armée est infiltrée. Je vais vous dire, nous avons, au niveau de l'auditorat militaire, nous avons Jean Bivengete, c'est un Rwandais. Deuxième région militaire, nous avons le général Massounzou. Le même Ali que je viens de citer, qui est dans la logistique nationale, s'il vous plaît. Donc c'est lui qui achète des armes et aujourd'hui on nous dit que notre armée n'a pas d'armes. De soldats, ils sont là comme ça. Ils ont été déjà désarmés au moins plus de 4 ou 5 fois. Il y en a tellement, vu le temps qui m'est parti, je ne pourrais pas en terminer, mais je pourrais donner à James, déjà il a le photocopie, s'il peut vous faire des photocopies pour vous donner ça. Et, chers amis journalistes, intellectuels congolais, le M23 a pris Goma. Les soldats congolais crient « Nous n'avons pas des armes ». Il faut demander au commandant suprême de l'armée. Qui est le commandant suprême de l'armée congolaise? C'est Joseph Kabila Kalambe. Nous avons vu au cinquantenaire de l'indépendance des pays africains et surtout chez nous le 30 juin, ils ont déployé tout ce qu'ils avaient comme armes. Chars, des VTT, tout ils avaient, des AK, de AA, tout des tirs aériens, tout ils avaient déployé. Et aujourd'hui, Goma est cédé par des Rwandais. Chers frères, le 2 commandants de M23, que moi je connais très bien, qui sont des pasteurs rwandais, qui ne sont pas des soldats, mais qui sont des pasteurs rwandais, qui sont venus avec l'RCD à Kinshasa. Celui qu'on appelle
Sultan Makengo. Pendant que nous on était dans l'RCD, Goma, lui il était pasteur à Kisangani. Et son adjoint, le pasteur Runinga, il a été ou il est l'adjoint de votre frère, pasteur à Kinshasa, l'ancien député Kiziamita. Qu'on arrive de jouer avec le peuple, je vous dis, un soldat ne meurt jamais. Vous devez savoir que ce qui se passe chez nous, les soldats sont de malheureux. Même au jour d'aujourd'hui à Kinshasa, j'ai téléphoné des amis, ils sont tous de malheureux. Vous avez vu comment notre armée était infiltrée avec l'arrivée de Afdel, avec James Kabari, qui était le commandant militaire, chef d'état-major à Kinshasa. Et vous avez vu l'arrivée de Roubaix-Roy avec l'RCD, qui a nommé des Koundabattoirs et que moi j'ai connu, lieutenant à Kisangani de l'armée patriotique rwandais, qui est un chef de liaison, qui travaillait avec plusieurs de nos commandants, qui est devenu directement général. Vous avez vu la CNDP avec le Koundabattoir que j'ai dit, et les M23 avec le 2 pasteurs. Moi je crois que le peuple congolais va décider maintenant de son avenir. Moi aussi je suis parti dans l'RCD, là où les Rwandais y sont. Quand nous avons commencé le mouvement, on n'avait pas... Je me rappelle que Roubaix-Roy, lui, il était vraiment sous les chaises, mais Bizimakara, il est venu au moins 1 mois après que nous avons déjà commencé notre mouvement. L'RCD était là, mais toutes les décisions, moi, j'ai discuté avec mes chefs. Le président Émile Ilunga, mon patron qui était mon patron direct, on décale, Jean-Pierre, on décale, le général aujourd'hui. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit un jour, il faut faire attention, ce que tu nous poses comme question, ça va te porter le malheur un jour. Et c'est vrai, j'ai failli mourir, moi qui est devant vous. Pourquoi? Parce que tout ce qui était décidé à Goma venait de Kigali. Même les grands changements qu'on avait dans le monde, première fois dans le monde, qu'on puisse destituer quelqu'un qui a commencé la révolution, qui dit, bon, aujourd'hui, moi, je me mets face à Kabila pour devenir, pour que Kabila puisse changer. On décale, Jean-Pierre. Un jour, un bon samedi, James Kabari qui débarque de Goma, avec ses complices de King qui est un consort, ils ont décidé qu'on n'était plus le commandant militaire, n'était plus le vice-président du RCD, le président Émile Ilunga n'était plus le président, Maître Moïse Nyaranga n'était plus le deuxième vice-président, c'était maintenant Roubaix-Roy qui était devenu le secrétaire général du mouvement, Adolphe Ondosumba, président du RCD, mais qui ne régnait pas. Et voilà le témoignage que moi je sais. J'y étais. Si je suis parti là-bas, parce que j'avais compris qu'avec Kabila, Laurent, avec tout ce qu'il avait amené, ça pouvait que nous porter de malheur. Et voilà la suite de ce que nous avons vu. Pour moi, vous allez m'excuser, mais je ne dois pas vraiment rester calme. Je vous dis, notre malheur aujourd'hui, c'est Kabila, Laurent.
Il nous a mené ces gens-là. Il nous a mené des Rwandais. Vous allez voir aujourd'hui, le chef de la sécurité de notre pays, c'est un Tanzanien. Donc vous allez voir, donc, le pays est tellement infiltré que si nous, qui nous trouvons dehors, nous n'arrivons pas à nous souder et à décider ensemble pour ce pays, nous allons compter de morts. Et parmi nous ici, Père Lachaise va nous prendre avec des poisons qui traînent. Chers frères, Congolais intellectuels, il est temps maintenant de se mettre debout. C'est pour ça que moi, Charlie Essa, le 22 juillet 2005, en place de la République, j'avais lancé l'appel à la résistance. Que vous trouvez aujourd'hui des combattants partout dans le monde. Cet appel est venu de moi. J'avais dit, il est grand temps maintenant que le peuple congolais, qu'on puisse se mettre à la résistance. Nous sommes fiers aujourd'hui, nous traînons ici en France. Moi j'habite plus loin dans les Yvelines. Je suis venu jusqu'ici sans que la police puisse m'interpeller pour n'importe quoi. Je ne dois pas oublier la liberté qui est venue a été achetée par le sang français. Et nous allons dire, nous devons mourir pour que nos progénitures puissent trouver la place dans la vie moderne. Merci. Merci Charlie. Voilà, cela nous amène un peu à la séance questions-réponses. D'abord, priorité aux journalistes, je le vois dans la salle. Pour les associations, pour les militants, pour les hommes politiques, je crois